Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième talk en salle Belém. Pour cette conférence, on a l'honneur d'accueillir Jonathan Gélin qui va nous embarquer avec le sujet micro-fronten libérer le potentiel de l'import map. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment alléger la gestion de vos modules ou imaginer une méthode super efficace pour organiser les différents blocs d'applications web sans que tout parte en vrille. Jonathan va nous montrer comment l'import map peut simplifier le développement, vous permettant de charger vos modules à la volée. Bref, une approche qui va vous permettre de gérer des projets plus facilement et de façon plus modulaire. Bienvenue Jonathan, un tonnerre d'applaudissements. Merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Alors déjà, je suis vraiment très content d'être ici, un peu stressé. Et je voudrais commencer cette présentation par une petite histoire. Et bon, s'il y en a qui se reconnaissent, vraiment, c'est un pur hasard. Donc en fait, c'est une histoire où, bon, un jour, quelqu'un a une superbe idée qui permet de résoudre plein de problèmes pour plein d'utilisateurs. Et donc, il se lance dans la construction de son premier POC, sa première preuve que son idée peut fonctionner. Et il arrive à convaincre plusieurs personnes qu'il peut révolutionner le monde avec cette idée et qu'il peut résoudre plein de problèmes. Et donc, voilà, il y a les premiers investisseurs qui sont intéressés par cette idée et qui veulent bien contribuer au développement de cette superbe idée. Et donc, ça, c'était la première partie. Voilà, c'est vraiment le bootstrap, ça démarre. Et il y a une deuxième partie de cette histoire qui est en fait l'expansion. Donc, c'est quand on va commencer à faire développer cette idée. Donc, on va avoir beaucoup plus de clients, on va pouvoir vendre ce produit à plusieurs clients, on va intégrer beaucoup plus de fonctionnalités, on va même peut-être créer plusieurs produits autour de ce produit initial. On va également s'étendre au niveau mondial parce que bon, les besoins vont peut-être être différents dans chaque pays, donc on va créer des teams dans le monde entier. Et pour pouvoir supporter tout ça, il va falloir commencer à avoir une architecture qui est un peu plus complexe. Il va falloir pouvoir supporter ces différentes équipes à travers le monde. Il faudra aussi des process qui seront différents ou qu'il faudra aligner avec les différentes équipes. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on grossit très vite, on crée plein de produits et on avance et on essaye d'avoir de plus en plus de clients. Et puis, il y a en général un point de chute à un moment donné. On se rend compte qu'on a grossi très vite, on a mis de côté un petit peu des bonnes pratiques pour pouvoir un peu maintenir tout ça, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'instabilité dans nos produits. On se rend compte que pour pouvoir délivrer quelque chose, ça met de plus en plus de temps, parfois même des mois, et pas juste parce qu'on met du temps à les développer, mais aussi parce que le process de release est compliqué et long. Et on se rend compte que voilà, notre dette technique, elle a grossi énormément et qu'on voilà, on l'a bien mis de côté, mais un jour ou l'autre, elle nous retombe dessus et on se rend compte que parce qu'on n'a pas fait quelque chose à un instant A, on va devoir le faire peut-être x10 à l'instant B et que ça provoque beaucoup de frustration, donc aussi du turnover des fois dans les différentes sociétés et que voilà, on sent que l'ambiance, elle est pas très bien et on sent également qu'on gaspille beaucoup d'argent. Donc voilà, on a grossi très vite, on a une bonne idée, ça se passait bien, on a plein d'équipes, on a complexifié un peu tout ça, mais il y a un moment donné, voilà, ça devient un peu compliqué parce qu'on a voulu peut-être aller un petit peu trop vite. Et donc c'est là où en fait on fait appel à l'aide souvent. On se rend compte que voilà, en interne, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, on tourne en rond, on essaie toujours d'avoir les mêmes réflexes. Donc on essaie de faire appel à l'aide et bien entendu, on a un peu toujours ces mêmes réflexes. On veut que ça n'a pas d'impact, on veut que la solution arrive très vite et on veut une solution parfaite. On se dit que voilà, il suffit juste de résoudre quelques petits trucs, même sur peut-être une dette technique énorme, et que ça ira. Voilà, moi c'est un peu ce que je fais en général. Donc je suis freelance et je travaille avec des organisations et en général je rencontre toujours ce même souci où quand j'interviens, c'est souvent pour intervenir dans des architectures un peu trop compliquées et mon rôle va être en général plutôt de les simplifier et de voir quels sont les points, les bottlenecks dans leur cycle de développement. Et donc aujourd'hui je voudrais vous présenter en fait un sujet qui, pour une de mes missions, je trouve, a vraiment facilité la vie et a justement permis d'apporter une solution assez rapide, assez flexible, qui ne résolvait pas tous les problèmes, mais qui permettait oui, de donner une meilleure flexibilité aux clients. Pardon. Et donc, du coup, cette solution, c'est comment on peut utiliser des import maps. Je ne sais pas si vous connaissez les import maps. Qui connaît les import maps dans la salle?
OK, donc c'est bien. Avec l'architecture micro-frontend. Donc, qui connaît les micro-frontend, l'architecture micro-frontend? OK, donc beaucoup plus. Donc, c'est intéressant. Et surtout, donc, du coup, l'association des deux. Donc, on va commencer par les import maps. Et d'abord, je voudrais revenir au basique. Parce que, avant de comprendre à quoi ça sert un import map, il faut juste se rappeler un petit peu, pardon, j'essaie juste d'enlever la souris. Il faut juste se rappeler un petit peu quels sont les modules JavaScript, comment ça fonctionne. Bah, voilà, je prends ça de manière très simple. Un module JavaScript, en général, c'est un fichier. Voilà, un fichier qui va pouvoir exposer plusieurs entités, on va dire. Ça peut être des fonctions, ça peut être des variables, ça peut être des classes. Et donc ce fichier va pouvoir être exposé en utilisant le mot-clé export ou importé lorsqu'on en a besoin. Donc par exemple ici on a un composant, enfin on a un fichier d'abord index.js qui va importer un composant. Le composant il est dans un autre fichier, donc dans un autre module théorique, qui lui va donc du coup exporter cette fonction qui est le composant, et il va également importer un autre module qui est dans un fichier utilitaire. Donc voilà, c'est une définition très simplifiée de ce que c'est un module JavaScript, mais on peut dire que c'est un fichier qui expose du JavaScript. Et donc du coup, un autre point important qu'il faut comprendre dans les modules JavaScript, c'est qu'il y a deux, on va dire, approches d'utilisation de ces modules. Il va y avoir une approche au niveau build time, donc c'est l'approche la plus connue, et il va y avoir une approche in-browser, donc inline. Donc si on se concentre sur la partie build time, en fait, c'est un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les frameworks front-end notamment. C'est qu'on va coder en local sur notre PC, puis on va utiliser un outil qui va nous construire, en fait, nous optimiser tout notre code et générer ce qu'on appelle un bundle, un fichier main.js. Alors là, encore une fois, je simplifie, il peut y en avoir plusieurs en fonction des chunks qu'on veut faire, etc. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on va devoir convertir ce code. Alors, il n'y a pas de compilation, ça reste du JavaScript, mais l'optimiser dans un fichier général. Et ce fichier, il n'est pas très compréhensible. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça va être l'outil qui sait comment, on va dire, exploiter ce fichier. Et une fois qu'on a ce fichier-là, on va pouvoir le charger dans notre navigateur en l'intégrant dans notre page HTML, et on va pouvoir finalement accéder à l'applicatif. Mais c'est vraiment, encore une fois, dans le navigateur que cet outil, donc ici c'était Webpack, mais bon, il y en a plein aujourd'hui, c'est lui qui va orchestrer un peu les différents modules JavaScript. Donc ça c'est pour la partie build time, mais la moins connue, c'est la partie in-browser, donc dans le navigateur directement. Et c'est là où en fait on peut aussi déclarer des modules. Alors avant je spécifiais que c'est des fichiers, mais ça peut être aussi déclaré en fait dans un tag JavaScript, où on a juste à spécifier que c'est un module, et on va pouvoir directement écrire en fait du JavaScript à l'intérieur. Et on va pouvoir importer aussi des modules. Comme vous le voyez ici, je vais importer en fait un autre module qui est sur mon serveur en spécifiant l'adresse complète. Et directement, je vais pouvoir aller charger un fichier. Je n'ai pas besoin d'avoir un orchestrateur qui va être en charge de faire tout ça. Sauf que, comme vous voyez, bon, c'est pas très pratique. Si on doit importer plein de modules dans tous les sens et plusieurs fois le même, à chaque fois gérer le host, si on a différents environnements, c'est pas très pratique. Et c'est là où du coup l'import map du coup a son avantage. Excusez-moi. Du coup, en fait, un import map, c'est juste un autre tag JavaScript dans notre page HTML de type import map, qui est en fait un format JSON où on va pouvoir en fait lister un peu tous nos modules JavaScript que l'on a dans notre applicatif. Donc en fait, c'est simplement une clé valeur. Donc on a myComponent et l'URL. Et pour le coup, on va pouvoir directement utiliser cette clé dans nos imports. On n'a plus besoin de spécifier l'URL complète. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un import map, c'est un mapper d'import, simplement. Et donc du coup, ça c'est super intéressant parce que si je veux utiliser plusieurs fois mon composant dans mes pages inline directement, je vais pouvoir utiliser simplement cette clé, et l'adresse, elle sera unique et je vais pouvoir la centraliser. Une autre approche, c'est qu'on peut également mapper toute une adresse et du coup juste spécifier le composant derrière, ce qui permet encore une réutilisation. Donc je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Alors, ici, j'ai en fait un applicatif où j'ai les mêmes fichiers que je vous ai montrés. Je vais zoomer, désolé. Donc j'ai mon composant. En fait, mon composant, tout simplement, ce qu'il fait, je ne sais pas si c'est assez grand. Ce qu'il fait, c'est qu'il injecte voilà, du texte dans mon HTML, et il va utiliser une fonction utilitaire, format, voilà, où on va mettre le string et puis on va juste le formater. Et voilà, on voit que là, ici, on importe un module JavaScript. Donc on a ce composant.
Et donc dans la première version, en fait, je vais utiliser Webpack pour pouvoir en fait tout compiler. Donc voilà, il y a une certaine configuration, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, donc voilà, ça c'est le résultat alors c'est hop, la première version, c'est le résultat de mon code. Donc on a un build time module résolution avec Webpack. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, on va charger un fichier main.js. Et voilà, si on regarde à l'intérieur de ce fichier, bah, c'est pas super compréhensible. C'est Webpack qui a vraiment fait sa popote en fonction des optimisations qu'on lui a demandées. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, on va pouvoir charger dans notre HTML ce fichier simplement. Voilà. Et puis après, Webpack se lance et puis fait un peu tout ce qu'il y a à faire dans ce qu'on a demandé dans nos fichiers. Donc ça, c'est la première version avec le build time module. Si ensuite on regarde une deuxième version avec du coup l'import map ici. Enfin, d'abord, je voulais vous montrer. Bon, ça c'est la partie avec l'URL directement. Donc pour vous montrer qu'on peut déclarer des modules directement dans la page HTML, qu'on n'a pas besoin à chaque fois de passer par un bundler. Le browser aujourd'hui, le navigateur, pardon, comprend ce genre de tag. Et donc, on va pouvoir ici voilà, avoir un tag type module, et donc il va vraiment comprendre que c'est un module. Et donc, on va pouvoir utiliser des imports à l'intérieur et des exports, et pouvoir les utiliser à différents endroits dans notre navigateur. Et donc voilà, comme je disais, ce n'est pas super pratique. Donc on va avoir, bon, je vais vous montrer directement dans le navigateur, mais ici, on va avoir le deuxième exemple où on utilise un import map pour un peu simplifier. Donc l'import map, il se déclare dans le head en général, pour un peu simplifier la manière dont on utilise les modules. Et le dernier exemple où on utilise carrément un mapping complet, parce qu'on n'a pas envie à chaque fois voilà, si on a par exemple des sous-domaines, notamment dans les architectures micro-frontend, on peut avoir plusieurs domaines, et donc c'est intéressant de pouvoir centraliser ça dans l'import map. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction sur les import maps. Alors, hop. Un dernier point important, c'est que c'est compatible avec tous les navigateurs aujourd'hui. Alors les vraiment anciens, c'est pas compatible, mais si vous regardez un peu donc sur les documentations, c'est déjà supporté. Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas supportées. Je vous montrerai à la fin, si j'ai le temps, des outils pour qu'on peut utiliser, enfin des librairies qui permettent de supporter d'autres fonctionnalités. Notamment, ici, je vous ai montré un import map inline, donc vraiment dans le code HTML. Et je vais maintenant un peu plus parler des import maps qui sont des fichiers JSON en fait, qu'on a sur le serveur. Donc on peut tout à fait également aller chercher un fichier import map sur le serveur et avoir la même configuration à l'intérieur. On n'a pas besoin de tout spécifier inline. Donc voilà, ça c'était la partie import map. Donc maintenant, voyons vite fait la partie micro frontend. Donc bon, ça c'est plus connu, mais encore une fois, pour remettre les bases et être sûr qu'on parle de la même chose, et aussi pour avoir une approche un peu différente de ce que peut-être tout le monde connaît. Je voulais revenir à la base de comment fonctionne un navigateur web. Donc voilà, l'utilisateur rentre son URL, voilà, il y a une résolution des DNS, etc. Il va aller attaquer le serveur qui correspond. Il charge son premier fichier, enfin sa première page HTML. Et dans cette page HTML, parce qu'on a déclaré plein de ressources, le navigateur va aller chercher ces différentes ressources aux différents endroits. Donc il va y avoir des fichiers JavaScript, mais il va aussi y avoir des calls API ou bien des composants qui peuvent être lazy loadés par la suite. Donc ça, c'est voilà, encore une fois, c'est un résumé de comment fonctionne un navigateur. Et j'aime bien commencer par ça parce que pour moi, souvent, je trouve qu'on complexifie la compréhension de l'architecture micro-frontend en expliquant plein d'aspects, etc. Alors que je trouve qu'au final, c'est juste une manière d'organiser la même chose que ce que le navigateur fait. Au final, le navigateur fait la même chose, que ce soit un micro-frontend ou une monolithe application, où tout ce qu'il fait, c'est charger des bundles sur des serveurs et les plugger aux différents endroits dans le navigateur. L'architecture micro-frontend permet juste de donner une certaine structure à ça. Et donc, par exemple, ici, un exemple de structure, c'est qu'on peut avoir une équipe qui va être en charge d'une partie de l'application. Ici, on a une équipe host, en fait, qui est en charge vraiment de la plateforme de l'architecture micro-frontend, qui va donc générer certains bundles qui vont être ensuite donc, chargés par le navigateur et intégrés donc, dans l'application. Et on peut avoir ça voilà, à plusieurs levels. Donc, on peut avoir plusieurs équipes. On va avoir une équipe qui est responsable d'autres domaines, par exemple. Et chacun va générer, on va dire, sa liste d'artefacts, sa liste de bundles qui seront à la fin en fait intégrés dans ce navigateur. Mais encore une fois, le navigateur, pour lui, il ne connaît pas cette architecture micro-frontend. Tout ce qu'il fait, c'est intégrer des bundles et les intégrer dans une application.
qu'on fasse par exemple un monolithe avec du lazy loading, où on intègre un composant, ou du micro-frontend, où en fait on intègre des pages entières, le principe technique est le même. Et au milieu de tout ça, en général, on peut aussi avoir des teams qui, voilà, où si c'est partagé, mais on peut avoir des bundles qui vont être partagés un peu par les différentes équipes, comme voilà, un design system avec des composants partagés, ou bien même, c'est plus transparent, mais il y a en général des services partagés, comme voilà, des services d'authentification ou de traduction, ou des services voilà, pour tout ce qui va être feature flag, etc. Donc c'est juste une manière donc, de structurer la manière, enfin, les différents bundles qu'on va générer pour, au final, avoir notre application. Voilà, c'est un peu ma définition des micro-frontends. Quelques concepts intéressants quand même, juste pour justement structurer un peu la manière dont cette application va être construite. En général, on peut avoir ce qu'on appelle un host. Alors, il y a différentes définitions en fonction des implémentations. J'en prends une. Ici, on peut appeler ça un shell aussi. Mais ici, c'est un host. Donc, c'est vraiment la plateforme, c'est vraiment l'orchestrateur des différents micro-frontends. C'est vraiment cette partie qui va décider quel module il faut charger et à quel moment. Et donc, quel module? Il y en a plusieurs types. Ça peut être un micro-frontend. Donc, un micro-frontend, ici, je le définis par, ça va être une page. En général, c'est associé à une URL. Donc, en fait, c'est vraiment le host dès qu'on va changer une URL qui va écouter les événements qu'il y a dans le navigateur et du coup charger un micro-frontend qui correspond à cette URL. Mais il peut y avoir également ce qu'on appelle des parcelles ou bien des composants, ou même si vous faites du module federation, c'est simplement des remotes, qui sont en fait des petites parties qu'on va pouvoir charger à différents endroits et peut-être même réutiliser dans différents micro-frontends. Mais ils ne sont pas directement liés à une URL. Ils sont peut-être plutôt liés au fait que voilà, le admin root ici a ce besoin de ce composant, donc il va faire un call, enfin un import, et donc il va y avoir ce call de ce composant qui va être du coup intégré à l'application. Et il y a bien sûr tous ces services derrière qu'on ne voit pas, qui peuvent être les frameworks, les librairies, mais qui sont aussi importants pour cette architecture micro-frontend. Donc voilà, un rapide overview de l'architecture. Dans quel cas on utilise les micro-frontends? Alors souvent, on explique que voilà, le micro-frontend c'est super parce qu'on peut intégrer plein de technologies différentes. Je ne le recommande vraiment pas. Ça peut être intéressant si vraiment on a déjà plusieurs équipes qui ont plusieurs technologies et qu'on veut un peu créer une plateforme commune. Mais bon, au niveau des performances, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Un deuxième cas d'utilisation qui est peut-être plus intéressant, c'est quand justement on a plusieurs équipes sur des time zones différentes et qui sont responsables chacun de domaines différents. Ça peut être intéressant en fait de vraiment, on va dire, déconnecter la manière dont on va implémenter certaines parties de notre produit. Donc du coup, chacun va pouvoir travailler de son côté et pas être impacté par les autres équipes. Un point qui est aussi lié un peu à la décentralisation des équipes, c'est en fait, si on veut aussi, d'un point de vue architectural, séparer nos différents domaines, nos différents modules. Si on veut vraiment isoler nos domaines et éviter qu'il y ait trop en fait, de liens entre nos différents domaines. C'est aussi une manière en fait, simplement de structurer son applicatif pour pouvoir être sûr que voilà, on a différents domaines et qui sont bien isolés. Et un dernier point sur lequel je vais un peu plus me concentrer, et c'est justement pour en revenir à l'histoire de départ, je trouve un cas d'utilisation vraiment intéressant, c'est que ça permet également en fait de travailler dans des infrastructures très complexes. J'entends par là que des fois on intervient et en fait il y a déjà plein d'environnements différents. Il faut une base de données, il faut plusieurs back-ends, il faut un serveur de messages local. Enfin, il faut plein de choses qui sont compliquées pour pouvoir juste simplement lancer le produit. En fait, le fait d'avoir une architecture micro-frontend et de découpler certaines parties, ça permet vraiment de pouvoir travailler sur des petites parties de l'application sans devoir lancer toute cette grosse machine. Et souvent, on ne peut pas tout simplement tout refactorer from scratch. Il faut pouvoir justement venir apporter des améliorations qui vont nous permettre d'accélérer la manière dont on implémente le produit sans pour autant changer tout ce qui existe. C'est simplement pas possible, quoi. Donc ça, c'est un cas d'utilisation sur lequel j'ai un peu plus me concentrer. Ah oui, juste un dernier point pour ceux qui connaissent, mais en fait, il y a deux principaux frameworks pour l'implémentation des micro-frontends. Enfin, je prends ceux-là, il y en a plein, il y en a pas mal aussi des customs, mais il y en a un sur lequel j'ai travaillé pas mal, qui est SingleSpa, qui est en fait un framework qui supporte plein d'autres frameworks différents, donc un peu tous les frameworks qui existent, et notamment les plus anciens, parce qu'il est très simple, en fait, il est très natif, et c'est
d'ailleurs par ce framework que j'ai vraiment appris le concept que je vais vous présenter. Et il y a un deuxième framework plus populaire parce que les gens utilisent pas mal Webpack, qui est le Module Federation, qui est pas de base en fait pour faire du micro-front-end, mais qui peut être utilisé parce que les fonctionnalités qu'il fournit, de par en fait pouvoir charger des modules de manière asynchrone à différents moments, permet en fait d'implémenter l'architecture de micro-front-end. SingleSpace est vraiment orienté micro-front-end, donc il y a déjà vraiment cette idée. Mais il est beaucoup plus, on va dire, customisable, alors que Module Federation va être plutôt automatique. Et il y en a un qui est plutôt dans le browser, donc SingleSpa, et l'autre va être plutôt au build time, donc il va vraiment essayer de tout résoudre au moment de la compilation. Et ils sont pas, souvent on essaye de les comparer, mais pour moi ils sont complémentaires. On peut utiliser les deux dans une architecture. Si on veut optimiser notre application sur certaines parties, mais qu'on veut orchestrer, avoir plus la main mise sur l'orchestration des différentes micro-front-end, on peut très bien combiner les deux. Donc voilà, on a vu les import maps, on a vu l'architecture micro-front-end. Maintenant, voyons comment l'association des deux peut être vraiment intéressante. Et donc, en fait, c'est assez simple. À un moment donné, quand on va avoir besoin de charger un bundle ou un micro-front-end, ben, on va devoir faire un import. Donc, au lieu d'avoir cet import directement dans notre code, en fait, on va pouvoir référencer nos bundles dans notre import map. Et donc, ce qui va se passer, c'est que localement, quand on va dire, par exemple, ici, je fais mon import de mfadmin, c'est mon micro-front-end pour ma page d'administration, eh bien, le browser va aller questionner du coup l'import map et voir qu'il y a une clé qui correspond, et donc va devoir aller charger le bundle qui correspond sur mon serveur. Là, comme vous voyez, bah, j'ai une URL, mais en fait, j'ai une première partie qui est le nom de mon micro-front-end, une deuxième partie qui est ma version, hein, parce que, bon, comme voilà, dans le web en général, quand on veut charger des fichiers et qu'on veut pouvoir bénéficier du cache, on essaye d'avoir un ID dessus pour éviter de le recharger. Donc c'est la même chose ici. Et à la fin, j'ai mon bundle. Ça fonctionne pour des micro-front-end, mais ça fonctionne aussi pour des composants. Donc j'ai chargé mon micro-front-end, mais une fois que mon micro-front-end est chargé, peut-être qu'il a besoin de lazy loader certains composants, donc de les charger de manière différée. Et de la même manière, il va pouvoir aussi questionner mon import map. Donc l'import map ça permet simplement, en fait, de pouvoir lister mes différents imports réutilisables en général. Encore une fois, ce que je disais, c'est que vous n'avez pas besoin de réutiliser ces imports. Vous pouvez très bien utiliser la manière magique de Webpack et pas devoir vous soucier de ça. Mais si vous avez besoin à un moment donné de pouvoir changer un peu cette liste d'imports, ben, l'import map peut être intéressant et peut être combiné avec les deux, encore une fois. Et donc c'est là où en fait il y a un aspect super intéressant des import maps, c'est qu'en fait on va pouvoir les modifier directement dans le navigateur. Comme c'est dans le navigateur, en fait on a la main mise, c'est en local, on peut pouvoir les modifier. Et donc du coup on peut par exemple, ici j'avais un premier import map qui contenait des librairies, donc ça marche pour nos bundles, mais ça marche aussi pour des librairies externes. Ici j'ai SingleSpa ou RxJS et on peut voir que je les load sur des serveurs distants. Et j'ai mon import map avec ma liste de micro-front-end. Donc j'en ai plusieurs. Je les regroupe par catégorie. Et là, en fait, j'ai ma liste de micro-front-end. Et en fait, ce qui va se passer au niveau du navigateur, c'est que voilà, il va combiner l'ensemble et il va être capable. On peut faire l'import où on veut. Il va être capable d'aller lire dans le bon import map. Et un autre aspect super intéressant, c'est que si je rajoute un import map avec la même clé, eh ben, je vais pouvoir en fait overrider un import map, une ligne existante. Donc là, je reviens en arrière, donc j'ai injecté un nouvel import map juste avec une seule clé, j'ai pas besoin de mettre toutes les clés. J'avais mon import map qui était déjà existant du coup dans mon produit, mais là, comme vous le voyez, en fait, je l'écrase en utilisant notre import map, et comme vous le voyez déjà, j'utilise localhost. En fait, je suis déjà capable en fait de pouvoir dire à mon navigateur, bah, ne charge pas le micro-front-end à cet endroit, mais charge-le plutôt autre part. Et c'est là où, en fait, il y a un apport super intéressant dans notre cycle de développement en général. Et donc, voilà, je l'ai pris sur 3 aspects. Il y a plusieurs aspects, mais je résume un petit peu. Tout d'abord, en développement local. Pourquoi en développement local? Parce qu'en fait, je reviens sur mon infrastructure super complexe, ou pas, hein, mais où en fait, voilà, j'ai plusieurs back-ends, des bases de données, j'ai besoin, si je veux lancer mon environnement local, peut-être de lancer plein de containers, etc., pour être sûr que je peux lancer mon produit.
Mais en fait, moi, je suis juste un développeur front-end. J'ai juste envie de modifier un label et j'ai pas envie que ça dure longtemps. Et j'ai pas non plus envie de lancer une grosse machine quand je veux juste faire une petite modification. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux me connecter à un environnement distant, par exemple ici test, ou alors par exemple un environnement par équipe, ou voilà, n'importe quel type d'environnement où j'ai la dernière version de mon produit, hein, avec les derniers déploiements pour les prochaines releases, par exemple. Donc, encore une fois, il va charger mon fichier HTML, il va aller chercher mes fichiers JavaScript, etc. Et on voit à un moment donné qu'il va aller chercher du coup mon micro front-end admin parce qu'en fait, je suis sur la page d'administration. Mais en fait, je peux venir modifier ce qui se passe dans mon browser en local. Donc, je ne suis pas du tout en train de modifier l'environnement. Hein. Je modifie mon browser en local. Et je viens lui dire, maintenant, va pas charger le main.js sur mon serveur, viens le charger chez moi. Du coup, toutes les modifications que je vais pouvoir faire, en fait, je vais pouvoir les intégrer dans mon architecture micro-front-end sans que j'impacte qui que ce soit. Et en plus, je vais pouvoir les intégrer dans la dernière version de mon produit. Donc, je vais pouvoir aussi être sûr que, voilà, moi, c'est vraiment du continuous integration. Ça, c'est vraiment, si quelqu'un, entre-temps, j'en sais rien, déploie quelque chose qui n'est plus compatible avec ce que je suis en train de travailler, je vais le voir tout de suite. Je n'ai pas besoin d'avoir à attendre des tests ou un CI qui va péter. Donc, c'est vraiment une intégration directe. Et donc, ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, toutes les équipes à travers le monde ou même les développeurs front-end, ils ont juste besoin en fait de travailler sur leur petite partie, de l'intégrer et de voir que ça fonctionne directement. Donc ça, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, ici, je suis sur une application micro-front-end. Alors, très simplifiée hein, pour la démo. Donc voilà, il y a des chiens et des chats. On aime tous ces chiens et des chats. Je les ai un petit peu customisés pour que ce soit dans le thème. Bon, un peu trop mignon, mais... en fait, dans l'idée, j'aimerais pouvoir, moi, modifier ce produit. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, si c'est assez grand, mais voilà, je suis sur un serveur distant. Donc, je suis sur Internet, je ne suis pas en local. Et j'ai envie de pouvoir travailler directement sur cet environnement. Et donc, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que... Donc, j'ai mon applicatif ici. Je vais zoomer un peu. Donc, voilà, bon, j'ai une application type Angular ici. Ça peut être fait avec n'importe quel type de technologie. Hein. Ce n'est pas le framework qui décide, mais voilà, j'ai une architecture micro front-end avec plusieurs applicatifs, des cats, des dogs, un host, etc. Et moi, j'ai envie de modifier, par exemple, l'image sur la page de dogs. Donc, je vais aller chercher mon composant. Et en fait, voilà, l'image est ici et je veux pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus intéressant. Par exemple, je vais changer l'image et mettre Funnier. Alors attendez, d'abord, une première chose, avant de faire ça, je vais démarrer mon serveur en local. Donc là, en fait, je suis sur mon serveur distant, hein, ça fonctionne. J'ai rien démarré en local. Je démarre mon serveur, juste mon micro front-end dogs ici. Hein, donc je vais juste servir ma petite partie. Je n'ai pas besoin de tout charger, je n'ai pas besoin de lancer le host, etc. Je charge juste ma petite partie. Et là, comme vous le voyez, en fait, j'ai généré un fichier main.js, mais qui contient juste mon micro front-end. D'accord? Et donc, en fait, ici, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que jusqu'à présent, en fait, mes main.js étaient tous chargés de mon serveur distant. Et je vais pouvoir, ça pareil, je vais vous montrer, mais alors j'utilise un UI ici qui m'aide à faire cette exécution, mais on pourrait très bien le faire directement en inline. Mais en fait, j'utilise ici un outil qui me permet de voir un peu tout ce que j'ai dans mes import maps. Donc ce que va faire cet outil, en fait, directement, c'est qu'il va scanner mon code HTML et me dire « Ah, ok, j'ai tout ça comme import map, je vais le lister, point ». Et en fait, ici, donc j'ai tous mes import maps. Vous voyez, j'ai des import maps pour, j'ai des maps pour des librairies et j'ai des maps aussi pour mes micro front-end. Chaque micro front-end, on voit à chaque fois qu'il y a un bundle différent. Et pour le dog, en fait, je vais dire, en fait, alors il est où mon dog? Il était en premier. Je vais pouvoir juste lui dire, j'aimerais maintenant changer ce bundle et plugger celui que je suis en train de servir en local. Donc je suis vraiment en train de dire, OK, maintenant tu te connectes sur mon serveur local. Pour le navigateur, comme je le disais au début, il ne fait que charger des bundles. Donc lui, il va juste aller chercher un bundle à un autre endroit. Ça ne change rien pour lui. Et donc en fait, maintenant, je peux recharger ma page. Alors, voilà, je suis toujours sur mes cats. Je vais sur mes dogs. Et donc ici, maintenant, alors il faut que je trouve le bon. Voilà, ici on voit que j'ai téléchargé un main.js en local. Donc ici, c'est le cat. Il a été chargé sur le serveur, mais ici, je suis en local. Et donc, comme je suis en local, je peux maintenant, justement, venir charger mon image, par exemple, par une image un peu plus fun. Voilà, un truc qui matche plus le thème de cette conférence. Et je peux le charger directement. Et donc, je peux commencer à travailler. Voilà, donc là, j'ai changé l'image, mais si maintenant, je veux mettre, j'en sais rien,
un titre. On va faire ça. Bon, voilà, titre. Et donc, directement, ça va se recharger et je vais avoir mon titre qui va apparaître. Et donc, je peux travailler comme ça. Et si à un moment donné, j'ai plus envie parce que je suis plus en train de travailler en local, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, bah, OK, j'ai plus envie d'override, je le disable, je refresh, et j'ai de nouveau mon serveur qui est là. Donc ça donne déjà, ça permet vraiment, voilà, quand on arrive sur un projet très complexe, très rapidement de pouvoir. Alors, il faut déjà avoir une architecture micro-front-end, donc ça, c'est un premier travail qui a besoin d'être fait. Mais après, ça permet, je vous montrais le cas d'utilisation qu'on a dû résoudre, en fait, pour lequel on a mis cette architecture. Mais ça permet vraiment très rapidement de pouvoir travailler et de ne pas être impacté par la complexité de l'architecture. OK. Alors, donc, je reviens vite fait en arrière. On a vu la partie développement local. Maintenant, voyons pour les pull requests, comment ça peut aussi être un avantage. Donc voilà, j'ai fait une pull request, j'ai fait ma modification d'image, j'ai modifié que l'administration, donc bon, j'ai un CI un peu intelligent, j'évite de tout reconstruire. Donc je build juste mon micro front-end et je génère des bundles. Donc je vais générer bien sûr tous les bundles JavaScript, etc. Liés à mon applicatif. Mais à ce moment-là, je vais aussi générer mon import map en fait, qui est lié. Donc en fait, je vais pouvoir générer un nouveau fichier JSON qui contient juste en fait mon import map avec l'URL qui correspond en fait au serveur là où je vais déployer en fait ma PR. Alors encore une fois, souvent on vient avec des fois des déploiements super complexes où on va instancier voilà, un pod Kubernetes, etc. pour pouvoir avoir tout. Alors que là, en fait, on va pouvoir directement accéder à mon bundle. Ça peut être un blob ou juste un storage account, enfin quelque part, où on va pouvoir juste uploader nos bundles. Et on va générer l'URL qui correspond avec le build number. Donc le build number, c'est ma version. Et on va pouvoir l'uploader là. Et donc ce qui est en fait intéressant, c'est qu'on va pouvoir, lorsqu'on va faire la review, par exemple, on va pouvoir charger cet import map, donc le récupérer. On va pouvoir l'utiliser en fait pour venir override l'import map existant sur n'importe quel environnement. Et donc du coup, on va pouvoir tester notre PR sans avoir besoin de cloner, sans avoir besoin de la déployer sur un autre environnement, juste en local. Donc je suis testeur ou je suis un autre développeur et je veux tester une PR. J'ai juste à prendre l'import map sur la PR, je le plug directement dans mon navigateur, sur un environnement de test par exemple, et je peux tester de voir à quoi ressemble cette PR. Nous par exemple, ce qu'on avait fait qui était intéressant, c'est qu'on avait un peu automatisé ça, donc la personne n'avait plus qu'à cliquer sur le lien dans un commentaire de la PR, et automatiquement, il y avait cet override, enfin ce download qui était fait, cet override qui était fait dans le navigateur local de la personne, parce qu'on rajoutait des paramètres dans cette URL. Et donc ça permettait directement de pouvoir review une PR sans devoir voilà, avoir toute la complexité de tout cloner. Alors bien entendu, je me concentre beaucoup que sur le front-end. Je sais qu'après, il y a des discussions un peu sur oui, mais des fois on fait des PR avec du back-end parce qu'elles sont liées, etc. Bon, voilà, il y a différents débats là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant de faire des petites PR voilà, qui correspondent peut-être juste à un sujet et d'avoir des back-ends et des front-ends qui soient capables d'exister en standalone avec du mocking ou voilà, sans devoir vraiment être strictement liés et avec du versionning au niveau des API, par exemple. Bon, petit sujet sur le côté. Et enfin, donc, on a vu en développement local comment ça nous aide au niveau des pull requests et comment ça peut nous aider aussi pour toute la partie de déploiement. Et en fait, comment on avait implémenté ça, ce qui se passait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on avait une modification, donc là par exemple, on affectait tous les micro front-end, on avait un nouveau build qui était fait, on générait un nouvel import map, et en fait tout se passait bien, les tests passaient, donc on utilisait le même principe qu'on a vu pour la pull request review. On utilisait cette import map pour lancer tous nos tests sur un environnement, tous nos tests front-end. Et donc on voyait si tout était OK, pas de modification, et donc on pouvait faire une release. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que cette release, en général, on la mettait déjà sur nos serveurs, pas de pré-production. Ils étaient déjà là. Ils n'étaient pas utilisés, on ne les déployait pas. Enfin, on les déployait d'une certaine manière où on les mettait sur le serveur. Ils étaient disponibles, mais ils n'étaient pas encore connectés. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Pareil, encore une fois, par exemple, là, j'ai modifié mon micro front-end d'administration. Là, pour le coup, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas aligné les autres micro front-end. OK, mes tests ne passent pas. Troisième build, finalement, j'aligne mes deux autres micro front-end. Tout se passe bien, je fais une nouvelle version. Et donc, on a cette espèce de continuous intégration et déploiement qui est fait. Alors, déploiement, encore une fois, c'est sur le serveur, mais ce n'est pas connecté. C'est disponible.
Et donc, comment ensuite on les utilise? Ben, c'est simplement en modifiant mon import map. Donc, en fait, j'ai un import map sur mon serveur pour la prod. Cet import map, ben, en fait, c'est vraiment mon orchestrateur de tous mes micro-frontends. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur va aller charger cet import map, il va charger les micro-frontends qui sont référencés dedans. Bah, tant qu'on n'a pas référencé les nouvelles versions, il ne va pas charger les nouvelles versions. Et donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'un déploiement se fait, c'est qu'on a juste à aller modifier les versions en fonction du import map généré par mon build pour pouvoir effectuer un vrai déploiement. Le rollback, il est tout aussi facile. Il suffit juste de mettre le précédent, si jamais ça ne se passe pas bien. Donc, c'est en fait un déploiement qui est assez instantané aussi, qui est assez flex. On n'a pas besoin de lancer toute une procédure et dire bon là on va faire tout ça et puis on a une autre procédure de rollback si jamais ça se passe pas bien, etc., etc. Encore une fois, bien sûr, je ne prends pas en compte tout ce qui va être la manière dont les API, il faut qu'ils comprennent les nouvelles versions des front-end pour que ça communique bien, etc. Je pars du principe qu'on a déjà cet aspect où on a voilà, on essaye que ce soit ça puisse être backward compatible. Un autre aspect super intéressant, c'est qu'on peut aussi implémenter très facilement tout ce qui va être Canary Deployment. Donc, comme j'ai expliqué, on peut changer la version juste pour certains utilisateurs, par exemple. On peut décider en fait, de mettre un proxy ou d'avoir son serveur en fait, qui sert le HTML et de dire « Ah, c'est un utilisateur de cette time zone. » Et donc, du coup, on va envoyer déjà la nouvelle version parce que voilà, on veut tester un petit peu, voir si tout va bien. Et puis, si c'est bon, on étend. On peut aussi faire de l'A/B testing. On peut décider voilà, d'avoir plusieurs générations d'import map en fonction des versions qu'on veut tester. Ah, celle-là, elle fonctionne mieux, ben, on va plutôt distribuer celle-là. Donc ça permet vraiment, sur un simple fichier, d'avoir une orchestration assez avancée de la manière dont on veut charger nos différents micro-frontends. Alors bien entendu, il faut cette architecture qui soit en place. Donc voilà. Alors j'ai été un peu vite, mais on aura le temps pour les questions. Donc, du coup, on a vu ce que c'était un import map. Finalement, c'est assez simple, c'est compatible, ça existe déjà dans nos navigateurs. Ça permet juste de généraliser la manière dont on importe nos modules JavaScript. On a vu ce que c'était les micro-frontends, que, en fait, pareil, c'est assez simple, c'est juste structurer, organiser la manière dont le navigateur va pouvoir charger nos bundles, ce qu'il fait déjà aujourd'hui pour n'importe quel type d'application. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Il y en a un que je trouve intéressant qui était quand on a une architecture complexe, parce que quand on arrive sur ce genre de mission, en général, on veut très vite une solution, mais on ne peut pas. Tout est tellement lié que c'est difficile de pouvoir l'apporter. Et la combinaison en fait, des deux est super intéressante. Elle permet vraiment plein d'avantages. Au niveau du développement local, parce qu'on va pouvoir juste démarrer un serveur sur une toute petite partie et plugger sur un environnement existant. Même sur la prod, on pourrait. Alors, je ne le recommande pas, parce que si vous avez des formulaires et que vous commencez à balancer des trucs sur la prod qui n'ont pas le même format, bon, ça va juste péter. Mais vous pouvez le faire sur plein d'environnements. Au niveau des pull requests, vous allez pouvoir du coup review une pull request beaucoup plus rapidement, parce que vous avez juste à override l'import map sur un environnement. Et au niveau production, au niveau déploiement, vous allez pouvoir utiliser ce fichier comme artefact de déploiement finalement. C'est un peu comme un fichier Kubernetes où on aura les versions des Docker et c'est ça qu'on déploie. Et finalement, voilà, le serveur va aller chercher tout ça. Ce qu'on faisait aussi, nous, c'est que l'import map, en fait, il avait sa version à lui-même. Donc, il était dans une archive séparée avec sa version qui correspondait. Donc voilà, finalement, notre client était content. Rapidement, pour expliquer un cas d'utilisation vraiment pratique sur lequel on a implémenté, en fait, on était dans un bon gros monolithe .NET AngularJS, pardon. Et le jour où en fait ils se sont dit mince, AngularJS, il va plus être supporté, qu'est-ce qu'on va faire? C'était déjà bien trop tard. Angular 2+, il était déjà bien loin. Ils se sont dit il faut qu'on migre tout vers Angular. Et donc, du coup, ce n'était pas possible, en fait, dans leur code base actuel, d'utiliser un peu les pratiques conventionnelles pour la migration. En fait, il y a des techniques un peu juste pour voilà, migrer composant par composant, mais ils n'utilisaient même pas des modules. Enfin, il n'y avait rien. C'était juste du code, des fichiers énormes. Tout était lié. Donc, le premier gros travail qu'on a dû faire, c'est bien sûr tout diviser en micro-front-end. Donc, un peu isoler les choses, faire certaines coupures, faire des choix aussi qui ne sont pas très beaux, mais par exemple, tout ce qu'on ne pouvait pas couper, on le mettait dans le host derrière, donc dans la plateforme de base. Elle avait tout, on n'avait pas trop le choix. Mais ça nous permettait en tout cas derrière de pouvoir en fait faire la migration de page par page vers la nouvelle version d'Angular.
de manière incrémentale. Sans qu'ils aient besoin, voilà, ils pouvaient continuer de faire des features, ils pouvaient continuer d'utiliser leurs produits, on n'a pas besoin de faire un gros Big Bang, et ils pouvaient voilà, le faire en fonction des priorités qu'ils avaient dans leur organisation. Et donc, c'est là où on a découvert l'avantage aussi des import maps. Comme on le voit ici, on avait deux types de clés, et on avait le legacy qui était l'ancien et le nouveau, et ça nous permettait même avec des feature flags simplement de faire un switch de l'ancien vers le nouveau. Ah, ça fonctionne pas, il y a un bug, ok, on revient à l'ancien. Donc ça permettait vraiment très facilement de faire ce genre de fonctionnalité. Quelques ressources intéressantes. Alors, comme je disais, c'est supporté par les navigateurs par défaut. Alors, il y a une librairie YesModule-Shim qui permet de rajouter des fonctionnalités. En fait, c'est un peu comme on connaît hein, sur d'autres aspects du JavaScript. C'est que si le navigateur supporte certaines fonctionnalités par défaut, il va les utiliser. S'il ne les supporte pas, ben, il va patcher le navigateur pour pouvoir voilà, faire en sorte que ce soit compatible. Donc ça, c'est une librairie intéressante. Si on a des navigateurs récents, on peut plutôt utiliser cette librairie, qui est maintenant utilisée par SingleSpa d'ailleurs, qui permet en fait juste de charger des fichiers. Comme je disais, ça n'est pas supporté par tous les navigateurs par défaut, alors Chrome bien sûr, mais les autres pas tout de suite. Et donc du coup, ça permet juste d'aller chercher un fichier et en fait de l'injecter en inline. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on veut faire du proxy de fichiers, c'est là où il y a tous ces avantages. Le UI que je vous ai montré, qui permet en fait de override la liste des import maps. Alors, je reviens vite fait parce que j'ai un petit peu de temps là, mais je reviens sur la partie module federation. C'est tout à fait possible aussi de le faire. Là, je me suis plus concentré sur SingleSpa, mais on peut le faire avec Module Federation, notamment la nouvelle version, où en fait ils ont un plugin runtime qui permet en fait on va dire, de proxy la manière dont on load les modules au niveau du browser. Donc ça permet de simuler la même approche. Et en fait, ils ont, au lieu d'utiliser des import maps, ils utilisent des manifestes où on a tous les remotes dedans. Et on peut vraiment avoir le même principe avec les modules Federation. Et ils ont une extension Chrome qui permet notamment aussi de faire ce genre de proxy. Ici, c'est plus orienté natif, on va dire. Je reste basique sur des choses qu'on peut faire voilà, sans même utiliser un framework. Alors, si ce genre de technologie vous intéresse, le micro-front-end que je vous ai montré, il utilise en fait de l'Angular avec de l'ES-Build, donc un peu les nouvelles versions et SingleSpa. Alors du NX aussi, si jamais vous avez des questions sur NX, n'hésitez pas aussi. Voilà, dans tout ce que je fais, je suis pas mal orienté monorepo. C'est un autre sujet. Mais si vous avez des questions un peu sur NX, n'hésitez pas. Si vous voulez un peu tous les détails de cette présentation, j'ai déjà écrit un article il y a quelques temps. Vous pouvez aller sur mon blog. Vous allez retrouver les mêmes principes. Je mettrai également le lien vers cette présentation que vous pourrez consulter de nouveau. Et voilà, merci tout le monde. Vous pouvez me retrouver sur un peu tous les réseaux. Et voilà, comme je disais, je suis pas mal passionné par tout ce qui est NX, donc si vous avez des questions aujourd'hui, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Merci Jonathan.